Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année, pourvu qu'elle vous soit la plus réussie possible. On va justement commencer l'année avec une affaire pas trop longue, mais très mystérieuse et sombre, histoire de donner un petit peu le ton pour la suite des vidéos. Je vais aujourd'hui vous parler de Jacques Ezel, un homme bien sous tout rapport, d'apparence en tout cas, qui se volatilise durant l'automne 2008, ce qui va être le point de départ de découvertes très malsaines. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes à Arras, dans le Pas-de-Calais, le 17 novembre 2008. Il est 19h30 passé. Nicole Ezel et ses deux fils, dans la vingtaine, Alban et Arnaud, s'étonnent de ne pas voir rentrer pour le dîner Jacques, le mari de Nicole et père des deux enfants. Ça ne lui ressemble vraiment pas. Jacques Ezel, 59 ans, est un homme très à cheval sur les horaires, presque rigide. Avec lui, l'heure c'est l'heure. Il n'est jamais en retard. 1 heure passe, toujours pas de nouvelles. Peut-être est-il à une réunion du Rotary Club ? Mais même dans ces cas-là, vers 23h, il devrait être rentré. Nicole prend sa voiture et part faire un tour. Elle ne repère aucune trace de la voiture de son mari. Elle passe devant ses bureaux, un cabinet d'assurance de la rue Jeanne d'Arc à Arras. Les locaux sont restés allumés mais vides. Il n'y a personne. C'est vraiment étrange. Il est environ minuit lorsqu'elle décroche son téléphone pour contacter les pompiers et les hôpitaux de la région, mais aucun homme ne correspond à la description de son mari. Après une nuit d'angoisse et toujours sans nouvelles, la famille se déplace le lendemain matin jusqu'au commissariat pour signaler la disparition inquiétante. Les policiers, eux, ne s'alarment pas. Jacques Ezel est un homme majeur, il a tout à fait le droit de ne pas rentrer chez lui et de vaquer à ses propres occupations. On évoque la possibilité qu'il ait une maîtresse, ou même un amant. Nicole Ezel est choquée par ces hypothèses. C'est vrai que Jacques est un homme très secret, qui s'étend peu sur ses activités, sur sa vie intérieure. Ça fait même des années qu'il a interdit à sa femme de venir lui rendre visite sur son lieu de travail. Mais quand bien même s'il s'agissait d'une histoire d'infidélité, il n'aurait jamais raté leur repas familial du soir, surtout sans prévenir. Ça ne lui ressemble pas, il déteste les voyages et les imprévus. Elle déclare : c'était quelqu'un de sérieux, réservé, il tenait à sa famille, donc sa disparition m'a inquiétée tout de suite. D'après la police, tout de suite on me parlait de fugue, j'ai jamais pensé à une fugue. Tout de suite j'ai dit, c'est impossible, parce que, à 4, nous deux et nos 2 fils, nous formons vraiment une famille. Nicole a un mauvais pressentiment, et le temps lui donnera malheureusement raison. Après ce passage peu concluant au commissariat, Nicole se rend à nouveau sur le lieu de travail de Jacques. Elle tombe alors sur 3 inspecteurs de la compagnie Aviva pour laquelle Jacques Ezel travaille. Ils avaient rendez-vous ce jour-là avec Jacques Ezel pour un audit comptable, mais s'étonnent, eux aussi, de son absence. Quelques semaines plus tard, on apprendra que cet audit avait été demandé suite à un trou conséquent dans les comptes du cabinet d'assurance, s'élevant à près de 150 000 €. La secrétaire du cabinet d'assurance témoigne. La veille, son patron, Jacques, a quitté le cabinet vers 14h30, affirmant avoir un rendez-vous à Valenciennes, à 1 heure de route d'Arras. En partant, il lui a expressément demandé de ne pas éteindre son ordinateur ni les lumières, ce qui semble indiquer sa volonté de rentrer après le dit rendez-vous. Elle se rappelle également qu'il avait l'air préoccupé, pris dans ses pensées. Par contre, il ne lui avait pas mentionné le fameux rendez-vous de comptabilité du lendemain, et ni la secrétaire ni Nicole n'étaient au courant de l'important manque dans les comptes en banque. Ce jour-là, des images de caméras de surveillance du péage près d'Ordin montre qu'effectivement, Jacques Ezel se trouvait vers 15h30 à cet endroit, seul dans sa voiture. Puis, les données téléphoniques indiquent que Jacques Ezel consulte sa messagerie aux alentours de 16h30 ce 17 novembre 2008, avant d'éteindre son téléphone. Il ne se rallumera jamais.
Le 19 novembre, la voiture de l'assureur, une Mercedes, est retrouvée sur un chemin près de là où coule la Sambre, à côté d'Erquelines, un village en Belgique, collé à la frontière française. La voiture est garée sous un pont tagué. C'est un lieu malfamé où viennent généralement les dealers et les prostituées. L'une des fenêtres arrière est légèrement entrouverte, mais la police belge, qui croit à une simple voiture volée, fait retirer le véhicule par un garagiste et aucun relevé d'empreinte n'est fait. Dans le véhicule, quelques objets sont retrouvés. Une mallette contenant des papiers d'assurance et une enveloppe en papier craft vide. Une fois la plaque de la voiture scannée et mise en lien avec l'homme disparu, Nicole Heuzel est prévenue et se rend immédiatement sur place. Elle reconnaît bien la Mercedes et les affaires de son mari, et un indice lui met de suite la puce à l'oreille. Cette enveloppe en papier craft, Jacques a pour habitude d'y mettre de l'argent en cash. Le fait qu'elle soit vide semble indiquer qu'il aurait donné de l'argent à quelqu'un ce jour-là, ou bien que l'argent a été volé. La police belge, de son côté, évoque la thèse du suicide, bien que Nicole Heuzel soit peu convaincue. On sonde le lit de la Sambre avec un robot, mais en vain. Aucun élément supplémentaire n'est retrouvé. Les semaines s'écoulent sans aucun signe de Jacques. Les fêtes de fin d'année passent dans une lourde ambiance pour les membres de la famille Heuzel, qui sont laissés dans l'incertitude et l'angoisse. C'est le 25 janvier 2009, plus de 2 mois après la disparition, que l'affaire avance brutalement. Nous sommes cette fois près de Charleroi, en Belgique. Un corps portant un sac à dos lesté d'un haltère de 5 kg est repêché dans la Sambre après avoir été repéré par des bateliers dans le gouvernail d'une péniche. Il s'agit du corps de Jacques Heuzel. Dans ses poches, on retrouve quelques pièces de centimes, son téléphone portable, sa carte d'identité, son permis de conduire, les clés de sa voiture et un petit carnet. Si on se fie au lieu de la découverte de sa voiture 2 mois plus tôt, et que l'on imagine que Jacques Heuzel soit volontairement tombé ou ait été jeté à l'eau, il aurait donc fallu que le corps ait dérivé sur près de 40 km et franchi 8 écluses avant d'être découvert. Sur place, lorsque le corps est sorti de l'eau, le médecin légiste belge ne constate pas de traces de coups, sauf sur le visage, mais qu'il relie au moment où le corps est venu taper contre la coque de la péniche, et il conclut à un suicide par noyade. Le corps n'est pas autopsié, il est rendu à la famille dans un cercueil plombé, sans que Nicole ou ses fils n'aient pu voir la dépouille de Jacques, et l'affaire est classée sans suite par la police belge. Pour la famille Heuzel, c'est l'incompréhension la plus totale. Puisque la police et la justice n'investigueront pas plus, c'est eux qui vont continuer l'enquête. Et notamment Arnaud, le fils de Jacques, âgé de 23 ans au moment des faits, qui se lance dans les investigations pour comprendre ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit, dès le lendemain de la disparition de Jacques Heuzel, ses proches avaient découvert un manque de 150 000 € dans les comptes de son cabinet d'assurance, ce qui les avait déjà beaucoup surpris. Mais par la suite, en creusant un peu plus, ils vont découvrir qu'il y avait encore bien plus que ça, avec des crédits et des crédits qui s'accumulaient et dont Jacques n'avait jamais parlé. La famille tombe des nues en découvrant tous les problèmes financiers dont Jacques Heuzel n'avait jamais fait mention. En fait, Jacques Heuzel avait ouvert des dizaines de comptes, sans que sa femme ne soit au courant. Il avait aussi vendu des bijoux de famille et prélevé 41 000 € sur l'assurance vie de sa belle-mère, en toute discrétion, et 47 000 € supplémentaires sur celle de sa femme. Un peu partout, il avait contracté des crédits, eu recours à ce qu'on appelle de la cavalerie bancaire, c'est-à-dire quand vous empruntez quelque part pour rembourser autre part et qu'une sorte de réaction en chaîne se crée. Au final, Nicole Heuzel estime que Jacques a ainsi fait disparaître près de 500 000 €, dont on ne sait rien de ce qu'ils sont devenus, puisque Jacques n'était pas vraiment du genre dépensier, et qu'il a toujours veillé à ne jamais dépenser par carte ou par virement, mais en faisant des chèques que la police n'a pas pu retracer. Quelques jours avant sa disparition, il avait rencontré un collègue avec qui ils avaient parlé de l'audit comptable à venir. Ce dernier se souvient. Il semblait très affecté par la situation. Il était livide et ne mangeait pas. Il semblait particulièrement inquiet de ce que son entourage allait penser de lui. Il avait conscience qu'il ne pourrait plus rien cacher. Jacques s'était-il endetté auprès de quelqu'un de dangereux? Quelqu'un lui aurait-il extorqué de l'argent? Peut-être qu'on lui a prêté au début, puis ensuite il s'est retrouvé pris dans un engrenage qui s'est avéré fatal. C'est en tout cas ce qui semble être l'hypothèse pour la famille à ce moment-là.
Le 22 février 2010, la famille Ezel dépose plainte pour chantage, vol et assassinat et demande la réouverture d'une enquête pour éclaircir les circonstances troublantes du décès de Jacques Ezel. Mais 2 mois plus tard, cette plainte est classée par la justice française, pour qui il n'y a vraisemblablement rien de criminel dans cette affaire. Mais pour les proches de Jacques, trop de choses clochent. Comme je vous le disais, ils n'ont pas pu voir le corps avant qu'il soit enterré, mais un élément du rapport d'autopsie leur paraît étrange. Il paraît que le corps, lorsqu'il a été retrouvé, était plutôt en bon état, ce qui colle pas vraiment avec l'hypothèse selon laquelle Jacques serait tombé dans l'eau et resté immergé pendant plus de 2 mois, sans compter les 40 km parcourus et les nombreuses écluses franchies. De plus, dans les affaires qui ont été restituées à la famille, il y avait le contenu de ses poches, sur lequel je reviendrai juste après, mais aussi la montre qu'il portait encore au poignet. Or, cette montre, qui n'était pas étanche, s'est arrêtée un jour 21, sans qu'on connaisse le mois, à 1h30. Connaissant la rigueur de Jacques, on peut à peu près être sûr que la date sur sa montre était juste, car c'était vraiment pas du genre à laisser la date se dérégler. Partant de ce principe, on peut imaginer que le corps de Jacques Ezel, vivant ou non à ce moment-là, serait tombé ou été jeté à l'eau le 21 novembre 2008, à moins que ce soit le 21 décembre ou le 21 janvier en suivant cette logique, mais bon, disons que c'est moins probable. Dans tous les cas, qu'est-il advenu de lui entre le jour de sa disparition, soit le 18, et le moment où sa montre s'est arrêtée, si, comme le médecin légiste semblait le croire, il s'est véritablement noyé? De plus, rappelez-vous, on a retrouvé un petit carnet dans sa poche. C'est ce carnet qui fait tout basculer pour la famille Ezel. Premièrement, la page correspondant au 18 novembre 2008, soit le jour où l'assureur a disparu, a été arrachée. Par qui? Pour quelle raison? Cet élément apporte malheureusement plus de questions que de réponses à Nicole, Alban et Arnaud. Comme beaucoup de choses dans cette histoire, vous allez le voir. Mais surtout, ce carnet mène à la découverte d'autres carnets similaires dans les affaires du défunt, correspondant aux années précédentes. Ce qu'ils contiennent va révéler une toute nouvelle facette de l'identité de Jacques, une facette extrêmement sombre que la famille Ezel ignorait et n'aurait peut-être jamais découverte sans ce drame. Des mots, tracés dans la petite écriture fine de Jacques Ezel, forment des listes dont on croit au fil de leur accumulation deviner le sens extrêmement choquant. Caleçon, jambes, douche, embrasse, bras, suce. 10 filles, jolies, piscine, plus bagatelle. Photo super canon, tenue soirée, nombre, filles-garçons. Photo, abdos, 10 filles, préservatif. Haltère, médaille, Jeux olympiques. Brésilienne, photo, polaroid, collier, bracelet. Haltère, chénifie, anniversaire, argent, enfant. Tenue, sexe, cheval. Photo, mesure, bite et gland. Et puis des prénoms. Beaucoup de prénoms. Laure, Alice, Julie, Cécile, Mathilde, Élise, Nathalie, Katia, Juliana, Emma, Laetitia, Clémence, Caroline. Ces prénoms, vous voyez peut-être déjà où je vais en venir, ils sont parfois suivis d'âge. Des âges sous la majorité. 17, 16 ans, parfois 14. Jacques Ezel faisait-il partie d'un réseau sexuel, voire pédophile? Cette question, personne n'a envie de se la poser à propos d'un proche décédé, mais c'est pourtant inévitable pour la famille de l'assureur. Les notes dans les carnets font-elles référence à des véritables faits, comme semblent l'indiquer les nombreuses dates qui les accompagnent, ou s'agit-il de fantasmes dérangeants? De plus, c'est dans son bureau, là où Jacques stockait ses carnets dans une armoire fermée à clé, et lieu où il avait interdit à Nicole de lui rendre visite, que l'assureur s'était également fait installer une ligne de téléphone privé. Toutes ces découvertes font, c'est bien logique, émerger des théories plus folles les unes que les autres, mais comment découvrir la vérité? Comment Jacques Ezel dépensait-il son argent? Avec qui échangeait-il lors de ses appels très secrets? Que décrivent ces listes de mots dans ses agendas? Qui a déchiré la page du jour de sa disparition? Qui devait-il rencontrer ce jour-là? Et pourquoi? S'est-il suicidé ou a-t-il été éliminé? Pour trouver des réponses, la famille Ezel ne lâche rien et finit par obtenir en février 2011 l'exhumation du corps de Jacques pour effectuer une autopsie. Le résultat de cet examen est étonnant. On retrouve bien une faible quantité de diatomée dans ses poumons, signe qu'il a inhalé de l'eau,
certes, mais en petite quantité. Ainsi, les résultats de l'autopsie ne permettent pas d'affirmer que Jacques Ezel s'est noyé. En 2016, le parquet de Béthune a rendu un non-lieu concernant le dossier, mais des procédures d'instruction sont toujours en cours. L'enquête se poursuit pour permettre, par exemple, que les emails de l'assureur puissent être consultés, que certains de ses comptes en banque puissent être examinés, idem pour les lignes de téléphone. Enfin, c'est dingue de se dire que plus de 14 ans après les faits, on n'a toujours pas ce genre de réponse-là. Avant d'arrêter cette vidéo, car malheureusement vous l'aurez compris, il n'y aura pas de fin très claire à ce sujet, en tout cas aujourd'hui, parce que je souhaite évidemment que cette histoire soit remise un petit peu en avant et j'espère l'avoir avancée. On va quand même faire le tour des hypothèses qui ont pu être évoquées. Arnaud Ezel a déclaré dans l'émission L'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard que un policier lui aurait parlé de virements bancaires dans des maisons closes en Belgique et aussi dans le monde politique. Parce que oui, je vous ai pas énormément parlé de la vie privée de Jacques Ezel, mais c'était un homme qui était impliqué dans la vie politique locale. Il avait par exemple été plusieurs fois mandataire financier pour Denise Boquillet, première adjointe à la mairie d'Arras. Difficile de savoir s'il aurait réellement aimé gravir les échelons dans une telle carrière ou s'il aimait juste évoluer dans ce milieu. Je vous ai aussi parlé en début de vidéo du Rotary Club, dont il faisait partie. Il en avait même été le président de 2006 à 2007, ce qui montre son importance dans cette association, et personnellement qui me fait me demander si ce serait pas là que serait passé tout l'argent disparu. Il faut que je vous avoue que je savais pas vraiment ce qu'était le Rotary Club avant de faire cette vidéo. Moi, dans ma tête, c'était une sorte de club pour gentlemen, un peu vieillot, assez bourgeois et du genre plutôt conservateur, avec des types en smoking qui se retrouvent dans des salons pleins de fauteuils Chesterfield à fumer des cigares en buvant des whisky. Bon, ok, ma vision de la vie a peut-être un peu trop été formatée par Hollywood, je vous l'accorde. Bref, donc si jamais comme moi vous êtes un petit peu perdu, le Rotary c'est un petit peu le cliché que je viens de vous décrire, mais c'est surtout une association mondiale avec des clubs un peu partout dans le monde dans lesquels se rassemblent des personnes occupant des postes à responsabilité, soit généralement dans le monde des affaires ou dans des professions libérales. C'est une association qui n'est officiellement ni rattachée à un gouvernement ni à une religion, même s'il peut y avoir quand même des ponts entre tout ça, et en gros leur but est principalement à visée caritative. L'une des conditions pour faire partie du Rotary Club, c'est justement de payer une cotisation et aussi de faire des dons. D'où ce que je vous disais à propos de l'argent que peut-être Jacques Ezel faisait passer là-dedans pour être bien vu. Alors évidemment, c'est qu'une hypothèse, mais je trouvais important d'en parler, d'autant qu'il avait été président, comme je vous le disais, donc voilà, moi j'ai pensé à ça tout de suite. Par ailleurs, maître Bernard Méry, qui a été en 2010 l'avocat de la famille, a rapporté des propos étranges que lui aurait tenus la juge en charge du dossier Ezel. Selon lui, elle lui aurait déclaré « Maître, on ne peut rien faire dans ce dossier, vous avez la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous voulez faire contre la franc-maçonnerie ?» Drôle de déclaration, honnêtement. Que vient faire la franc-maçonnerie dans cette histoire ? On sait que, effectivement, il existe un certain lien entre le Rotary Club et les francs-maçons, et ce depuis l'origine même du Rotary. Mais bon, déjà on ne sait pas si Jacques Ezel était lui-même franc-maçon, et on ne sait même pas non plus pourquoi est-ce que la franc-maçonnerie viendrait faire obstruction à cette enquête. Le sous-entendu qui est fait évidemment, c'est que les francs-maçons auraient un intérêt à étouffer l'affaire, à ce qu'on ne découvre pas comment est mort Jacques Ezel, pourquoi, ce qu'il cachait, etc. Mais le souci, c'est que seul maître Bernard Méry semble avoir entendu une telle phrase de la part de la juge. Alors, est-ce qu'il a mal entendu, mal compris, est-ce qu'il a interprété, ou est-ce que c'est vraiment ce que la juge lui a dit? Et même si elle a dit ça, a-t-elle raison? Possède-t-elle de véritables arguments pour faire une telle déduction? Ça fait encore une fois, j'en ai bien conscience, plus de questions que de réponses. Il faut aussi mentionner l'existence du frère de Jacques Ezel. J'en ai pas encore parlé parce que il est impossible de certifier que Jacques et son frère, dénommé Christian, avaient encore des liens lors du décès de Jacques. Pour sa femme et ses fils en tout cas, les deux frères ne s'adressaient plus la parole depuis des années. Mais des visites fréquentes de Jacques Ezel à Jeumont, une petite ville frontalière avec la Belgique et lieu de résidence de Christian,
collé à Herculine, là où on avait retrouvé la voiture de l'assureur, laisse penser qu'il y avait peut-être encore des contacts secrets entre eux. Ce fameux Christian, je peux pas vous en dire grand chose. Il est très brièvement cité dans un article du Point où on note qu'il aurait déclaré aux policiers « Jacques était un peu spécial. À 16 ou 17 ans, il fallait qu'on l'appelle monsieur. Il n'a jamais porté un jean. » Dans le livre La médium et l'enquêteur de Carl Zéro et Geneviève Delpech, Madame Delpech, qui prétend avoir des dons de voyance, pointe très clairement du doigt Christian. Elle accuse les deux frères d'avoir organisé des soirées type ballet rose, c'est-à-dire pédocriminels, dans leur maison familiale de Gemont, pour des personnes haut placées de la région. Alors il n'existe pas, à ma connaissance, d'éléments concrets allant dans le sens de cette hypothèse. Pour moi, on est vraiment là sur de l'hypothétique et de la rumeur. Par contre, il faut, c'est vrai, se pencher un petit peu plus attentivement sur la ville de Gemont et sa proximité avec Herculine, puisqu'il s'agit d'une zone qui a beaucoup été marquée par des affaires de pédophilie, et notamment par le sinistrement célèbre Marc Dutroux. Jean-Pierre Adam, ancien policier désormais retraité qui a enquêté sur l'affaire Dutroux, et Michel Bourlet, ex-procureur du roi de Neufchâteau, pensent qu'il est possible que Jacques Heuzel et Marc Dutroux aient évolué dans les mêmes cercles, notamment dans un club qui s'appelle le Carré Blanc, où des agressions et viols sur des jeunes filles mineures ont déjà eu lieu. Il s'agit là encore une fois d'une hypothèse qui ne repose pas sur des faits concrets. On n'a pas de preuves formelles, pas de photos, pas de témoignages officiels, pas d'aveux, rien, mais seulement des circonstances, des similarités qui font que forcément on se trouve tenté d'effectuer un rapprochement entre ces affaires. Si on avait, mettons, l'analyse complète des mails, du disque dur, des échanges téléphoniques de Jacques Heuzel, peut-être que des éléments plus fiables et solides pourraient être avancés pour accréditer ou discréditer ces hypothèses, mais pour le moment, et tant que l'instruction sera en cours, je pense qu'on n'en saura pas plus. Le mystère reste donc entier concernant la mort de Jacques Heuzel. S'est-il suicidé pour échapper à ses dettes et à la honte qu'il aurait pu éprouver devant sa famille ? A-t-il été victime de chantage, d'intimidation et puis exécuté par quelqu'un à qui il devait de l'argent ? L'a-t-on assassiné parce qu'il en savait trop sur les implications de personnalités importantes dans un réseau de prostitution ou même pédophile ? Ou peut-être même a-t-il été tué par vengeance après avoir baigné dans ce genre de milieu glauque ? Toutes les hypothèses sont possibles à ce stade. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire, elle est entourée par un épais mystère. Il y a forcément des gens qui savent des choses et qui se taisent. Moi, je pense avant tout à la famille Heuzel, à Nicole et à ses fils Alban et Arnaud qui se battent depuis des années pour que cette affaire ne soit pas enterrée et pour que la vérité éclate. J'espère vraiment qu'ils obtiendront rapidement des réponses à leurs questions et qu'à partir de là, ils pourront apaiser leur cœur. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'attends avec impatience vos commentaires. Je vous demanderai juste, s'il vous plaît, de rester mesuré dans vos propos concernant toute cette histoire. Je sais qu'elle touche des sujets sensibles et je pense que c'est important d'en parler, mais il faut bien garder à l'esprit que rien jusqu'à présent n'est avéré et qu'il est donc de bon ton de rester prudent et poli. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si vous avez apprécié mon travail. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous et en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been?